Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. People are suffering. People are dying. I have a dream. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. The spirit of a people. Yes, we can. Civis, le podcast de la réflexion collective et de l'engagement citoyen. Pour le 10e épisode de Civis, on va recevoir Yann Brossat. Il est élu du 18e arrondissement de Paris, adjoint communiste à Anne Hidalgo, la maire de Paris, en charge du logement, de l'habitat durable et de l'hébergement d'urgence. Il s'est fait connaître du grand public assez récemment en ayant pris la tête de liste du Parti communiste aux européennes de mai 2019. Avec lui, on va aborder deux grands sujets. Donc d'abord le communisme au XXIe siècle, comment on intègre les luttes féministes, les luttes LGBT ou l'écologie dans le projet communiste, mais aussi son action personnelle en charge du logement à la mairie de Paris, et plus globalement de la politique de la ville en général et de la politique communiste de la ville en général. Cet épisode est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. J'espère que cette interview vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si c'est le cas. Yann Brossat, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été tête de liste du Parti communiste français aux européennes. Vous êtes aussi adjoint de la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge du logement, de l'habitat durable et de l'hébergement d'urgence. Actuellement, vous êtes candidat pour Paris en commun, le mouvement d'Anne Hidalgo. Et vous êtes également porte-parole du Parti communiste français. Ma première question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que c'est votre vision du communisme en 2020 pour la France et pour le monde en général ? Bon, c'est évidemment une question compliquée. Je dirais que moi, je fais partie d'une génération qui est née dans les années 80 et qui a vécu la chute du mur de Berlin et cette fameuse théorie qu'on nous a présentée à l'époque, qui était la théorie de la fin de l'histoire. On a grandi, au fond, dans ma génération, avec l'idée que le capitalisme était le grand vainqueur de l'affrontement avec le communisme, et que l'histoire était au fond finie, et que jusqu'à la fin des temps, on allait vivre sous le régime capitaliste. Or, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le capitalisme est contesté de toutes parts, à la fois parce qu'il est destructeur pour les hommes, et parce qu'il est destructeur pour l'environnement. Et donc, d'une certaine manière, l'histoire qu'on nous avait présentée comme finie, elle est à nouveau ouverte. Et être communiste, pour moi, c'est chercher à dépasser ce système capitaliste qui est si ravageur. Et donc, c'est ce que je cherche à travers le communisme, en tout cas. Et est-ce que vous revendiquez toujours de l'héritage de Marx dans les écrits de Marx, ou alors c'est... De Marx, oui. De l'interprétation qui a pu en être faite plus tard, non. Mais en tout cas... De Marx, oui, moi je suis profondément convaincu, comme la majorité des Français d'ailleurs, les sondages le prouvent, que la lutte des classes est une réalité. Et d'ailleurs, l'actualité que nous vivons en ce moment en France en témoigne de manière éclatante. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des groupes sociaux qui ont des intérêts divergents. Qu'il y a une petite classe capitaliste qui a intérêt à s'enrichir infiniment, et que cet enrichissement se traduit par l'exploitation des autres. Et donc, oui, moi je crois profondément en cela, et je pense qu'il est absolument nécessaire de dépasser ce système économique qui nous fait tant de mal. Donc vous avez dit que vous revendiquez toujours des écrits de Marx, etc. Moi j'ai lu le manifeste du Parti communiste. Il y a des notions qui sont des écrits, voilà, etc. Il y a notamment l'abolition de l'héritage, la dictature du prolétariat et la collectivisation des moyens de production, pour ne citer que ça. Est-ce que ça, c'est des choses que vous jugez toujours d'actualité, des choses que vous faites vôtres? C'est quoi votre vision de ces trois points-là, pour ne citer que ces trois? Pour ce qui concerne la dictature du prolétariat, le Parti communiste français y a renoncé dès les années 70, je crois, du temps où Georges Marchais était encore secrétaire national du Parti communiste. Non, ce que je garde, moi, du communisme, c'est la conviction qu'il faut mettre en commun et qu'on ne peut pas continuer avec un système économique à ce point prédateur, et qu'on ne s'en sortira que par la mise en commun, que par le développement des services publics,
Et donc, c'est le combat que je mène aussi, moi, aujourd'hui, dans mon activité d'élu. Quand, par exemple, nous décidons de faire racheter par la ville de Paris des immeubles pour les transformer en logements sociaux. C'est exactement cela. C'est-à-dire que, de fait, ce sont des logements qui échappent à la prédation, qui échappent à la spéculation immobilière, dès lors qu'ils deviennent des logements publics qui sont dédiés à ceux qui ne pourraient pas autrement se loger dans une ville comme Paris. Donc c'est la mise en commun d'un certain nombre d'éléments qui nous paraissent absolument fondamentaux pour vivre correctement. On va revenir sur votre activité d'élu, etc. Mais vous avez parlé de la lutte des classes. Il y a toute une dimension de la dialectique, matérialisme dialectique, matérialisme historique dans la pensée de Marx et de l'histoire qui ne serait qu'une lutte des classes. Et c'est quoi votre analyse du mouvement des Gilets jaunes par rapport à ça? Est-ce qu'on peut considérer... Comment vous situez le mouvement des Gilets jaunes dans la lutte des classes? Est-ce qu'on peut se considérer justement que les Gilets jaunes sont le nouveau prolétariat en France? Je vous écoute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a été un moment où une forme de conscience de classe s'est affirmée. Parfois de manière confuse, parfois de manière brouillonne, avec parfois la tentation de substituer au clivage de classe un clivage peuple-élite qui me paraît être parfois dangereux. Enfin, en tout cas, il s'est passé quelque chose d'intéressant à ce moment-là, pas très clair et pas toujours présenté de manière limpide, mais en tout cas, il y a eu l'affirmation de quelque chose. Ça faisait quand même très longtemps qu'on n'avait pas vu autant d'ouvriers et d'employés s'exprimer à la télévision. Ça faisait très 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 longtemps. Moi, ça devait être une des rares fois où je me suis retrouvé avec le monde du travail à mes côtés sur un plateau de télé. D'habitude, on débat entre nous, entre responsables politiques qui sont issus du même milieu social. Et donc, on a eu quelque chose d'intéressant qui s'est passé à ce moment-là. Après, ça ne veut pas dire que tout est infiniment clair pour autant. Le communisme, et même le capitalisme, c'est des modèles économiques qui sont très basés justement sur l'économie, mais c'est des projets de société basés sur l'économie. Comment est-ce qu'on intègre des luttes féministes, des luttes en faveur des droits des immigrés, les luttes LGBT dans un logiciel avant tout économique? Le communisme, pour moi, c'est un combat pour l'émancipation. C'est un combat qui vise à faire en sorte que les hommes et les femmes se libèrent de leurs chaînes. Or, les chaînes, ce sont évidemment les chaînes liées au système économique dans lequel nous vivons, mais elles sont décuplées d'une certaine manière par d'autres formes de domination, par d'autres formes de discrimination, dont les discriminations qui pèsent sur les femmes, sur les personnes LGBT, sur les étrangers. Mais le combat communiste, c'est l'idée qu'au fond, notre horizon, c'est le dépassement de toutes ces formes de domination qui aujourd'hui nous aliènent. On commence par un vague tour de ce que c'est l'idée communiste et pour vous. Le modèle communiste, dans l'histoire, ça a quand même été basé comme le capitalisme, sur une logique productiviste et ensuite de redistribution. Comment est-ce que les nécessités écologiques s'inscrivent dans le logiciel communiste ? Le Parti communiste aujourd'hui ne se définit pas comme productiviste. Et c'est sans doute d'ailleurs... Non mais c'est pas contradictoire avec ce que vous avez dit. Et je pense que le productivisme dans lequel nous avons bercé, les socialistes comme les communistes d'ailleurs en France, est largement lié à une mauvaise lecture de Marx, parce qu'il y a certains passages de Marx qui développaient des intuitions sur la question de la protection de la nature qui n'étaient pas productivistes. Nous ne sommes pas productivistes. Nous considérons précisément qu'il faut dépasser ce système productiviste et sortir au fond de l'idée qu'il faut produire tout, n'importe quoi, à n'importe quelle condition, avec pour seul objectif de faire plus de profit. Et donc productivistes, nous ne le sommes pas. Nous l'avons sans doute été par le passé. Nous l'avons été par le passé, mais nous ne le sommes pas aujourd'hui. J'ai souvenir d'un débat entre deux responsables politiques, un communiste et un vert, et je ne sais plus les personnes, mais c'est pas très important. La question qui faisait débat, c'était la question du nucléaire.
Vous êtes porte-parole du Parti communiste, c'est quoi la position du Parti communiste sur le nucléaire ? Le Parti communiste est convaincu de deux choses. La première, c'est qu'il faut réduire la part du nucléaire dans la production de notre énergie. Et la deuxième, c'est que ça n'est pas possible d'un claquement de doigts. Moi, je trouve qu'on a souvent des débats un peu théologiques sur cet enjeu, alors même qu'au fond, tout le monde devrait être d'accord sur ces deux réalités-là, et donc trouver une voie pragmatique qui nous permette progressivement de réduire la part du nucléaire dans le cadre d'un mix énergétique. Voilà la position qui est la nôtre aujourd'hui. Mais toute autre position est soit une position de défense du nucléaire dogmatique, soit illusoire si on fait croire qu'on peut sortir du nucléaire du jour au lendemain, puisque nous en sommes à ce point dépendants que ça n'est pas possible. Il y a un autre point de vue qui était un peu ressorti du mouvement des Gilets jaunes dans l'analyse qu'en faisaient certains politologues, anthropologues, c'est que la question écologique prenait une telle place qu'elle remplaçait la lutte des classes dans le logiciel politique des gens de gauche. Ça, c'est une vraie question. Et en tout cas, moi, je défends une écologie qui est une écologie sociale, populaire. Je m'explique. J'ai lu, il n'y a pas très longtemps, le dernier livre de Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges. Et j'ai trouvé que le livre était très intéressant parce que, pour le coup, je ne sais pas s'il en est conscient, enfin, il défend une vraie écologie de droite. C'est-à-dire que toute sa théorie consiste à expliquer que la nature est belle, que la nature mérite d'être protégée et que l'homme la perturbe. Il a notamment une phrase que j'ai trouvée terrible qui dit « Le cheminot défend le cheminot, l'homme défend l'homme, et au fond, l'humanisme n'est qu'un syndicalisme comme les autres. » Et donc, au fond, toute sa théorie, c'est l'humain contre la nature, d'une certaine manière. Et il prend le parti de la nature contre l'homme, qui est là pour la perturber. Ce n'est pas ma vision des choses. D'abord, c'est faux, parce que la réalité, c'est qu'avec le changement climatique, c'est l'homme qui est menacé. C'est l'homme qui est menacé. Et donc, c'est l'homme qui, avec ce système capitaliste, se tue lui-même. Et donc, ma vision de l'écologie, c'est une vision humaniste, précisément. Vous savez, c'est comme ces écolos qui, par exemple, à Paris, m'expliquent qu'il ne faudrait plus construire de logements. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette théorie qui consiste à expliquer qu'à chaque fois qu'on a un espace disponible dans une ville comme Paris, on va uniquement faire des espaces verts. Ça veut dire qu'on fait un petit paradis vert à l'intérieur des murs du périphérique et qu'on rejette les classes populaires et les classes moyennes en première ou en deuxième couronne, ce qui d'ailleurs favorise l'artificialisation des sols, ce qui n'est pas écolo du tout. Donc, on se dit tous écolo, mais on n'y met pas tous forcément la même chose, ça c'est vrai. Donc, tout ça pour dire que la préoccupation écolo ne fait pas disparaître la lutte des classes, ne doit pas faire disparaître la lutte des classes. Et c'est d'une certaine manière ce que le mouvement des Gilets jaunes a mis en lumière. Il y a souvent la formule écologie punitive. Qu'est-ce que propose le Parti communiste ou sans forcément... Comment est-ce que vous voyez la transition écologique ? Comment est-ce qu'on doit la faire ? Parce que si ça passe pas par une taxe carbone ou des choses comme ça, qui en soi aident l'écologie punitive ou ce qui est caractérisé par cette phrase, par quoi ça peut passer très directement et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? La question que je pose souvent, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est quoi la première mesure à prendre ? Pour moi, d'abord on le sait, dans nos villes, la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, la première cause de pollution, c'est la voiture. Donc la vraie question, c'est comment on développe massivement les transports en commun, comment on permet aux gens de se séparer de leur voiture, ou en tout cas de se passer de leur voiture la plupart du temps, et comment on met en place des tarifications qui font en sorte que le transport en commun n'est pas cher. Moi, je suis favorable à terme à la gratuité des transports en commun. La mobilité, c'est un droit absolu. Donc si on veut à la fois réduire la place de la voiture et garantir le droit à la mobilité, il faut qu'il y ait des infrastructures de transport en commun qui soient de qualité et il faut que ce soit autant que possible gratuit. Alors à Paris, moi je me suis beaucoup battu avec mes camarades communistes pour la gratuité des transports en commun pour les personnes âgées et pour les enfants. Nous l'avons obtenu, il faut aller plus loin. À terme, il faut la gratuité des transports en commun dans une ville comme Paris, qui est d'ailleurs très maillée en transports en commun, mais d'ailleurs pas qu'à Paris.
dans l'ensemble des métropoles, au-delà d'ailleurs, pour ce qui concerne Paris, au-delà du périphérique. Justement, c'est une question que j'allais vous poser, mais autant qu'on en parle maintenant. Qu'est-ce qu'empêche, pourquoi est-ce qu'on a limité aux moins de 18 ans et aux plus âgés, alors que ceux qui en ont le plus besoin de la gratuité des transports, c'est les étudiants et ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui sont obligés de se déplacer pour aller étudier? Parce qu'on fonctionne étape par étape. Hein. Mais même dans le programme de Paris en commun, je l'ai lu, il n'y a pas de gratuité des transports prévue jusqu'en 2024. Mais vous savez que dans notre programme de 2014, il n'y avait pas la gratuité des transports pour les personnes âgées et pour les enfants de 4 à 11 ans. Et on l'a fait quand même. Donc en tout cas, moi je suis convaincu qu'il va falloir mettre en place de nouvelles mesures de gratuité. Alors quand on est salarié en général, on est quand même remboursé de la moitié de son titre de transport par son employeur, ce qui est bien. Mais à terme, il faut aller vers une gratuité totale, en mettant d'ailleurs aussi à contribution les entreprises, parce que c'est quand même les entreprises qui profitent très largement du fait que leurs salariés sont mobiles grâce au transport en commun. On va revenir dans la deuxième partie de l'interview sur les questions liées à la municipalité, etc. Mais avant, j'ai quand même des questions sur le Parti communiste en tant que parti. Il y a un groupe de 16 députés, si je dis pas de bêtises, c'est beaucoup plus que le poids que vous représentez dans les sondages ou aux élections européennes, etc. Enfin, sans revenir là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous profitez d'un système que vous dénoncez, qui est celui de la Ve République? Nous avons 16 députés sur 577. Il me semble que ça n'est pas... Mais vous avez un groupe alors que le Rassemblement national n'en a pas. C'est vrai. On va faire des comparaisons comme ça. On a une implantation locale. C'est vrai. Je suis par ailleurs président de l'Association nationale des élus communistes et républicains. Le Parti communiste a une implantation locale et il ne l'a pas extorquée. Elle lui a été donnée par les électeurs, notamment à l'occasion des élections municipales, puisque nous avons à travers toute la France 7000 élus, dont 700 maires. C'est le suffrage universel. Et je pense que c'est l'une des grandes forces du Parti communiste. C'est ce lien direct que nous avons avec des centaines de milliers de Français à travers les territoires, parce que nous y avons des élus. Après, ça ne m'empêche pas de penser que le mode de scrutin actuel n'est pas juste. Enfin, le mode de scrutin des élections législatives n'est pas juste. Il pose deux problèmes. D'abord, moi je trouve que l'inversion du calendrier qui a consisté à installer les élections législatives dans la foulée des élections présidentielles a tué les élections législatives parce qu'elles ne sont qu'une élection de confirmation de l'élection présidentielle. C'est une faute qui à l'époque était commise par Lionel Jospin. Et puis deuxièmement, ce système qui ne laisse aucune place à la proportionnelle pose effectivement un autre problème. Et on a effectivement une représentation qui n'est pas conforme au vote des Français. Mais je ne suis pas persuadé qu'à la proportionnelle, si elle était intégrale et s'il n'y avait pas de seuil, nous aurions moins d'élus. Je ne pense pas. Et vous prenez la proportionnelle intégrale ? Oui, nous sommes favorables à la proportionnelle. Comment est-ce que vous refondriez les institutions de la République ? Est-ce que vous supprimeriez le Sénat ? Je ne sais pas, des propositions comme ça ? Non, nous sommes attachés au bicamérisme. Après, il faudrait évidemment réfléchir au rôle qu'on souhaite accorder au Sénat. Donc nous sommes pour la proportionnelle intégrale. Alors il faudrait voir évidemment comment est-ce qu'on l'applique. Est-ce qu'on l'applique sur une liste nationale ou est-ce qu'on l'applique sur des régions ? Enfin, en tout cas, nous sommes favorables à la proportionnelle parce qu'elle permettrait une représentation plus juste du vote des Français. Nous sommes par ailleurs, pour ce qui nous concerne, favorables à un rôle beaucoup plus important du Parlement, à une revalorisation du Parlement par rapport au rôle du président de la République. Aujourd'hui, on est dans un système monarchique qui est devenu... qui ridiculise le rôle de l'Assemblée nationale, d'autant qu'on n'est quand même pas gâté avec les députés de la République En Marche. Donc, nous sommes favorables à une 6e République qui modifierait considérablement l'équilibre des institutions en remettant du pouvoir du côté du législatif. Du côté du législatif, il y a quand même eu avec les Gilets jaunes une sorte de remise en cause de la démocratie représentative. Est-ce que ça vous semble toujours un système intéressant, vous l'avez dit, j'ai cru le comprendre. Est-ce que c'est quoi votre position vis-à-vis du RIC, des choses comme ça ? Nous, ce que nous disons, c'est deux choses à la fois. Un, il faut
une démocratie représentative revue, c'est-à-dire qu'il faut aller vers une 6e République et des institutions représentatives qui soient plus représentatives qu'elles ne le sont aujourd'hui, et 2, articuler à ça un développement d'une démocratie participative. C'est d'ailleurs dans les villes à direction communiste qu'on a développé les premiers budgets participatifs, à Saint-Denis à l'époque notamment. Donc les 2. Ok. Est-ce que vous pensez qu'un renouveau du Parti communiste est possible, une nouvelle ferveur militante partout en France? Si je vous disais l'inverse, si je vous disais l'inverse, ce serait un problème. Mais non, oui, mais vous pourriez rester au parti en se disant ça représente une histoire, moi je veux mettre en avant une histoire. Non, j'y crois, bien sûr que j'y crois. Et d'ailleurs j'y crois parce que j'ai des éléments tangibles qui me font penser que c'est possible. Bon, d'abord parce que le système capitaliste est aujourd'hui contesté de toutes parts, et ensuite parce que je vois, notamment du côté des jeunes générations, quand je dis jeunes générations, je parle de générations plus jeunes que moi, un intérêt nouveau pour les idées que nous défendons. Ça ne veut pas dire forcément que les gens vont prendre leur carte au Parti communiste demain, mais en tout cas, les études d'opinion le prouvent. Quand on interroge les Français sur le communisme, les opinions les plus favorables sur le communisme émanent des jeunes générations, ce qui est d'ailleurs assez contre-intuitif par rapport à l'image que certains se font du parti communiste. Et donc, ça me fait penser que si nous sommes à la hauteur, mais on a encore du travail, il peut se passer quelque chose de notre côté, oui. Est-ce que vous avez dit justement qu'il y avait une vision assez mauvaise du communisme, par le média, etc. Je me souviens d'une interview que vous avez fait dans Grande Gueule où vous avez ramené, bref. Qu'est-ce qui différencie le Parti communiste? Parce qu'il y a en quelque sorte une normalisation. Je me souviens de débats aux européennes où on avait du mal à discerner ce qui vous différenciait de Manon Aubry, mais encore c'était la France Insoumise et vous aviez partagé, mais même de Benoît Hamon ou de Raphaël Glucksmann sur certaines propositions. Qu'est-ce qui différencie toujours le Parti communiste des autres partis de gauche? Je dirais que pour moi c'est difficile à dire de manière générale. Je peux vous dire pourquoi moi j'ai adhéré au Parti communiste. Moi j'ai adhéré au Parti communiste parce que le Parti communiste c'est à la fois un parti qui veut se battre pour le dépassement du capitalisme, c'est-à-dire que nous ne nous faisons pas à l'idée que nous sommes condamnés à vivre sous ce système économique dévastateur, et en même temps, si je puis me permettre, nous n'attendons pas le grand soir pour faire quelque chose d'utile. Et le Parti communiste, je pense que sa spécificité dans le paysage politique français, c'est d'avoir toujours à la fois porté cet idéal et eu envie de l'appliquer concrètement. Et moi, c'est ça que j'aime dans le Parti communiste. C'est pour ça que je vous parlais notamment de ce que font nos élus. Parce que le Parti communiste, il a été à l'origine d'avancées concrètes. Moi, j'ai pas envie de faire de la révolution en mots. C'est ce qui fait que j'ai jamais été tenté par l'extrême gauche d'une certaine manière. Moi, j'ai envie de faire des choses concrètes. J'ai pas envie d'attendre un grand soir hypothétique pour commencer à faire des choses utiles. Quand le Parti communiste contribue à mettre en place la sécurité sociale au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il change la vie de millions de Français qui ont accès aux soins, qui ont la possibilité de vivre un peu plus sereinement, un peu plus dignement. Moi, c'est ça que j'aime dans le Parti communiste, c'est que c'est un parti qui est dans le concret. On va parler justement des actions concrètes que vous avez faites. J'ai juste 2 dernières questions par rapport à ça. Vous avez été candidat aux européennes. On déclame souvent que l'Europe est néolibérale, etc. Donc moi, la question que je me pose, et pourtant vous ne preniez pas le Frexit. Donc pourquoi est-ce que vous pensez qu'on peut, alors que vraiment l'Europe, vous la décriez comme néolibérale, on peut mener une politique de gauche à l'intérieur des institutions actuelles, enfin des institutions de l'Union européenne? D'abord, c'est une vraie question, et il n'y a pas de réponse évidente à cette question. Moi, je ne fais pas du maintien dans l'Union européenne une espèce de dogme. Bon, il faut y réfléchir de manière pragmatique et concrète. Disons que je me méfie d'une discussion qui consisterait à ne faire porter le débat que sur le cadre et pas du tout sur le contenu des politiques menées, parce qu'après tout, en France, aujourd'hui, sont appliquées des politiques néolibérales. Et Macron en est responsable au moins autant que l'Union européenne. Et pour autant, je ne propose pas de sortir de la France.
Et de fait, ça fait 30 ans qu'on nous applique des politiques ultralibérales en France, enfin plus ou moins ultra, mais enfin libérales, qui conduisent à une dégradation de nos conditions de vie. Donc, la question pour moi, c'est comment est-ce qu'on change le rapport de force à l'intérieur de l'Union européenne? Est-ce que c'est possible? C'est une vraie question. Mais l'avenir nous le dira d'une certaine manière. Justement, l'avenir, il y a 2022 qui arrive. Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste, a été élu à l'intérieur du parti sur une ligne de retour du Parti communiste. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un candidat communiste en 2022, ou alors vous êtes vraiment sur une dynamique d'union de la gauche comme vous pouvez l'être dans les municipales? Le Parti communiste a vocation à avoir un candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes un parti installé dans la vie politique française. On a vocation à avoir un candidat. Voilà. Après, il ne faut pas s'interdire de discuter avec les uns et les autres. Enfin, la logique voudrait qu'on ait un candidat. Oui. Alors, on va passer au municipal. Il y a un risque de perte de mairies communistes dans les sondages, grandes mairies, la ceinture rouge, etc. Qu'est-ce qui différencie un maire communiste d'un autre maire? Vous avez parlé justement de l'action. Qu'est-ce que c'est que, pas forcément vous, parce que vous faites partie d'une majorité, mais un maire communiste, une mairie communiste, qu'est-ce que ça se différencie dans le paysage des mairies en France? Je dirais 3 choses. La première, c'est que nous appliquons des politiques, je dirais pas qu'on ne retrouve que dans nos villes, mais enfin, il y a une patte communiste dans les politiques publiques qui sont menées. Le développement des centres de santé, le développement du logement social, la gratuité des transports en commun. Il y a un certain nombre de combats qui sont menés depuis très longtemps par les maires communistes. Bon. Donc d'abord, la nature des politiques qu'on mène. Deuxièmement, une pratique du pouvoir. Le Parti communiste, c'est un parti dans lequel les élus ne s'enrichissent pas et remettent leurs indemnités à leur parti. Et dans une période où beaucoup de gens regardent les élus avec un peu de méfiance, souvent justifiée, c'est une spécificité qu'il n'y a que chez nous. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait d'autres partis dans lesquels les élus prennent de tels engagements. Enfin, il y en a d'autres, tant mieux, mais enfin, en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Et ça fait un certain temps que ça dure. Et puis, troisièmement, les élus communistes, quand ils sont en responsabilité, transmettent aussi des valeurs. Et je trouve que c'est un élément dont on ne parle pas assez. Vous savez, moi, ça m'a frappé en regardant ce qui se passait à Levallois-Perret et en voyant tous ces habitants se solidariser avec leur maire qui est un délinquant avéré puisqu'il a été condamné et qu'il est maintenant en prison, en l'occurrence monsieur Balkany. Mais ça révèle quelque chose. Ça veut dire que quand on est maire, on ne fait pas que mettre en place des politiques publiques. On transmet des valeurs. En l'occurrence, lui transmet des valeurs clientélistes, dans une ville qui, dans le temps, a été communiste d'ailleurs. Mais enfin, ça veut dire qu'un maire, qu'une municipalité, elle a cette capacité-là, transmettre des valeurs. Les communistes transmettent d'autres valeurs que celles-là. Des valeurs de solidarité internationale aussi. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres élus qui font ça. Vous avez dit que justement vous étiez très implanté localement. Est-ce que le risque de perdre justement ces derniers grands bastions, ces grandes villes de banlieue parisienne, ça risque pas de faire disparaître le Parti communiste derrière? D'abord, moi je suis plutôt convaincu que les élections municipales vont se passer correctement pour nous. Il y a évidemment, c'est une élection, donc il y a des risques de perte, mais il y a aussi des risques de gain, enfin des chances de gain. Je pense à des villes comme Bobigny ou comme Villejuif qui ont basculé aux dernières élections municipales et on voit ce que ça a donné. Dans une ville comme Bobigny, on avait la ville jusqu'en 2014, il faut voir ce que c'est maintenant, avec des gens qui sont quand même peu recommandables et qui ont les clés de la ville et beaucoup d'habitants qui en ont ras-le-bol. Donc, il peut aussi y avoir de bonnes surprises. En tout cas, on y travaille, on est très organisé en vue de ça. J'ai bon espoir qu'on puisse conquérir des villes. D'ailleurs, la dernière fois, nous avons conquis une ville comme Montreuil, par exemple, et je suis convaincu que Patrice Bessac sera réélu en mars. Donc, il y a des pertes, mais il y a aussi des gains. On va parler de vous, de votre action justement municipale, et si vous deviez résumer ce que vous avez fait
en tant qu'adjoint à l'urbanisme, adjoint au logement, pardon, ces 6 dernières années? Ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire en sorte que les classes populaires, les salariés, les classes moyennes puissent encore vivre à Paris. J'ai fait, enfin c'est prétentieux de dire j'ai fait. Nous avons produit un peu plus de 7000 logements sociaux chaque année. Paris, c'est aujourd'hui 23,6% de logements sociaux, c'est-à-dire qu'il y a quasiment un Parisien sur 4 qui vit en logement social et qui, grâce à cette politique-là, échappe à la spéculation immobilière et au prix de marché. En 2001, c'était 13%, c'est-à-dire que Paris a quasiment doublé son taux de logements sociaux. Pour moi, c'est une grande fierté, parce que quand je compare notre situation à celle d'une ville comme New York, par exemple, New York, c'est 6% de logements sociaux, c'est-à-dire que nous avons un pourcentage 4 fois plus élevé de logements sociaux. Et ça, c'est le résultat d'une politique municipale. On aurait pu faire d'autres choix. On aurait pu consacrer cet argent à autre chose. On a fait le choix de consacrer notre premier budget d'investissement au logement social. Donc ça, c'est une fierté pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est devenu facile de se loger à Paris. Mais enfin, s'il y a encore des caissières, des instits, des policiers qui peuvent vivre à Paris, c'est parce qu'il y a du logement social. Vous enlevez le logement social, toutes ces catégories-là disparaissent de Paris. La droite parisienne et même la droite en général, elle dit que vous créez des ghettos en mettant des classes populaires comme ça. C'est quoi votre réponse à ça? La droite est quand même très mal placée pour nous accuser de bâtir des ghettos, parce que l'essentiel de notre effort a consisté à la fois à produire des logements supplémentaires à Paris à destination des classes moyennes et des catégories populaires, et à rééquilibrer le logement social vers les arrondissements du centre et de l'ouest qui en étaient les moins dotés. Prenez le 7e arrondissement par exemple. Nous allons transformer l'actuel ministère de la Défense en 250 logements sociaux au cœur de la rue Saint-Dominique, qui est l'une des rues les plus chères de Paris. Et la droite s'y est opposée. Donc ils sont quand même gonflés de nous dire qu'on fait des ghettos, alors que nous faisons du logement social dans les quartiers qui en sont les plus démunis, et c'est la droite qui s'y oppose. Donc nous sommes précisément ceux qui veulent en finir avec les ghettos, avec 2 types de ghettos, les ghettos de pauvres, mais aussi les ghettos de riches. Parce que s'il y a des ghettos de pauvres, c'est parce qu'il y a des ghettos de riches. C'est parce qu'il y a des gens qui refusent de voir le logement social chez eux. Et dès lors qu'ils refusent de voir du logement social chez eux, le logement social se retrouve toujours au même endroit. Donc, nous avons bataillé pour faire du logement social dans le 7e, dans le 16e, et nous l'avons fait, malgré la droite, et puis malgré quelques riverains aussi. Malgré votre action, la gentrification dans Paris, elle est quand même gigantesque. Elle suit une courbe qui est celle de Londres, peut-être des proportions moindres, mais celle de toutes les grandes villes métropoles. Comment est-ce qu'on explique cette gentrification alors que les communistes font partie de la majorité municipale depuis l'élection de Bertrand Delanoë en 2001 ? Il y a 2 mouvements. Il y a le mouvement de la ville qui produit du logement social, et puis il y a le mouvement du marché. Et le marché va plus vite que nous. C'est la réalité, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est-à-dire qu'en même temps que nous faisons du logement social, il y a des prix qui grimpent. On est à 10 000 € du mètre carré sur l'accession à la propriété aujourd'hui. Et le problème, c'est que pour ce qui est d'intervenir sur le marché, le partage des compétences entre la municipalité et l'État fait qu'en France, tout dépend de l'État. Par exemple, l'encadrement des loyers. La ville de Paris a demandé à pouvoir appliquer l'encadrement des loyers. Nous avons demandé parce que c'est une compétence de l'État. Et c'est le préfet qui fixe les loyers maximum qui peuvent être appliqués dans le cadre de l'encadrement des loyers. On a fini par être entendu, mais enfin on a été entendu au bout d'1 an. Et puis par ailleurs, le préfet a fixé des seuils qui, à nos yeux, sont trop élevés. Tout ça pour vous dire que, à mon avis, la question qui devrait se poser aujourd'hui, c'est celle d'une nouvelle étape de décentralisation qui permettrait aux municipalités de récupérer des compétences qui aujourd'hui dépendent de l'État. Je ne vois pas pourquoi c'est le préfet qui fixe les niveaux de loyer maximum qu'on n'a pas le droit de dépasser. Nous sommes élus, nous côtoyons des habitants tous les jours, peut-être même plus que le préfet, et donc je pense que nous serions plus habilités à savoir quel est le niveau de loyer qui devrait être fixé à Paris, le niveau de loyer maximum qu'on a le droit d'appliquer. Autre exemple, on a des bâtiments vides depuis parfois 5 ans, 6 ans,
Il y a une loi qui existe en France, c'est la loi de réquisition. Sauf que la réquisition, c'est une compétence du préfet. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La ville demande au préfet de réquisitionner un immeuble vide. Le préfet répond « je ne réquisitionne que si le propriétaire est d'accord ». Donc le préfet ne réquisitionne jamais, puisque aucun propriétaire ne dit qu'il est d'accord pour qu'on réquisitionne son immeuble. Sinon, il ne l'aurait pas laissé vide. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le droit de réquisition soit un droit du maire? Et à ce moment-là, je peux vous dire que nous utiliserions ce droit bien mieux que ne le fait le préfet, qui ne l'utilise pas. Vous réquisitionnerez par exemple quoi, les résidences secondaires? Non, alors, il faut pas non plus. Non, mais parce que vous avez déjà proposé l'interdiction des résidences secondaires. Alors c'est un autre. Il y a deux sujets. Il y a un des bâtiments vides. Je ne parle pas des logements vides à l'intérieur d'un immeuble, des bâtiments vides. J'ai en tête un immeuble rue de Sèvres, dans le 6e arrondissement, qui est vide depuis plus de 20 ans. Sa propriétaire vit en Belgique. Chaque année, je lui écris un courrier. Parfois même, je lui envoie mes vœux pour lui dire on aimerait racheter. Elle n'est pas intéressée. On a lancé une procédure d'expropriation. Mais enfin, en tout cas, ça prend un temps fou. On aurait dû pouvoir réquisitionner cet immeuble. Ensuite, vous avez un autre sujet, effectivement, qui est le développement des résidences secondaires. Paris, c'est 1 400 000 logements, et sur ces 1 400 000 logements, vous avez 100 000 résidences secondaires. Ces résidences secondaires, elles se développent beaucoup. Il y en a de plus en plus, et elles ne sont bien souvent occupées que quelques semaines par an. Donc oui, ça pose une question fondamentale, qui est celle de l'utilité sociale de ces logements. Dans une ville où on a peu de possibilités de construire du logement neuf, c'est du gâchis de voir autant de logements qui sont occupés 2 semaines par an. Donc, nous avons obtenu du législateur la possibilité d'appliquer une surtaxe sur les résidences secondaires. C'est-à-dire que si vous avez une résidence secondaire à Paris, vous avez une surtaxe de 60% sur la taxe d'habitation. Tant mieux, sauf que c'est pas assez. C'est pas assez, parce que si vous êtes capable d'acheter 200 mètres carrés quai Malaquais en face de la Seine, même si vous avez 60% de plus sur votre taxe d'habitation, ça vous fait une belle jambe, vous la payez, tant mieux, ça nous fait des recettes. Mais enfin, ça ne règle pas le problème qui est qu'on devrait inciter ces propriétaires à remettre leur logement sur le marché. Donc il faudrait réfléchir, à mon sens, à des restrictions plus nettes. Bon, enfin en France, il y a le droit de propriété dans la Constitution, donc on est quand même très encadré, mais je trouve que le débat en tout cas mérite d'être lancé sur le développement de ces résidences secondaires. Il y en a trop, et il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger. Donc les résidences secondaires, il faudrait les limiter de manière plus stricte. Il y a toujours sur la question du logement, il y a énormément de sans domicile fixe à Paris. J'ai même l'impression que ça augmente. Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez? D'abord, aujourd'hui, on sait combien il y a de sans domicile fixe, puisque nous avons mis en place la nuit de la solidarité qui nous permet de mettre un chiffre derrière cette réalité. C'est environ 5000 personnes qui dorment toutes les nuits à Paris, et ce chiffre a singulièrement augmenté depuis la crise de l'accueil qui a commencé en 2015. L'hébergement d'urgence, c'est une compétence de l'État. Ce que fait la ville, c'est qu'elle met à disposition de l'État des lieux qui lui appartiennent. C'est-à-dire que j'ai demandé, et la maire de Paris aussi, à ce que tous les espaces disponibles qui appartiennent à la ville de Paris, par exemple un immeuble de bureau, dans lequel on a le projet un jour de faire du logement, systématiquement, pendant la période intermédiaire entre le moment où on récupère l'immeuble et le moment où les travaux commencent, on y fait de l'hébergement. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait de bâtiments vides appartenant à la mairie de Paris qui ne soient pas mobilisés pour faire de l'hébergement dès lors que c'est possible. Donc tous les bâtiments de la ville sont mobilisés à cette fin. Ça, c'est la première chose que nous avons faite, et nous avons développé des milliers de places d'hébergement. Et puis par ailleurs, nous avons mis en place un nouveau système qui, moi, me paraît louable, c'est l'hébergement modulaire. C'est ce que nous avons fait en lisière du Bois de Boulogne, c'est-à-dire du logement en bois qui ensuite est déplaçable et qui permet de faire de l'hébergement à destination de personnes qui sont sans abri. Nous l'avons fait dans le 16e arrondissement, dans le 12e arrondissement, et on devrait pouvoir le faire dans d'autres lieux à l'avenir. Ça suppose aussi que l'État soit partenaire dans cette affaire, puisque la ville, elle met à disposition des lieux, elle participe à l'investissement, enfin la compétence relève de l'État. Donc il faut derrière que l'État finance les places et finance les associations qui gèrent ces sites. Il y a 3 mairies, il y a eu la fusion des 4 premiers arrondissements dans un nouvel arrondissement qui s'appelle Paris Centre, du moins administrativement. Comment vont être utilisées les 3 mairies qui restent, du coup, vu que c'est centralisé? Est-ce qu'on ne peut pas justement les utiliser pour faire de l'accueil d'urgence
Alors, la destination définitive des 3 mairies d'arrondissement qui ne seront pas la mairie d'arrondissement centrale tout cela n'est pas totalement calé. En revanche, ce que la maire de Paris a annoncé, c'est qu'il y aura de l'hébergement, une halte à destination de personnes sans abri dans toutes les mairies d'arrondissement. D'ailleurs, nous sommes ici à l'hôtel de ville où il y a depuis 1 an maintenant un centre d'hébergement à destination de femmes. Il y en a d'ailleurs un deuxième qui va ouvrir à destination de familles. Donc bien sûr, tous ces lieux-là ont aussi vocation à accueillir des personnes qui actuellement sont sans abri. Je reviens sur la gentrification. J'ai entendu des critiques de communistes, pas forcément de membres du Parti communiste, à l'idée du vis-à-vis de l'idée du Grand Paris. Pourtant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de critique ouverte de votre part ou quoi que ce soit. La critique, c'est qu'on agrandit Paris, mais du coup, forcément, la logique, on en a parlé, ça va être de gentrifier les arrondissements, enfin les villes de banlieue proches et d'écarter, d'expulser encore les classes populaires. Vous avez parlé. C'est quoi votre avis sur le Grand Paris ? Je suis partagé parce que à la fois je suis convaincu que des problèmes comme le logement se régleront à une échelle plus large que la seule échelle de nos communes, qu'à un moment donné il va aussi falloir mettre à contribution un certain nombre de villes du 92 qui par exemple ne font rien en matière de logement social, je veux dire. Oui, bien sûr. Donc il y a une nécessité absolue en matière de logement, en matière de transport, de coopérer à l'échelle de la métropole. Ça s'est frappé au coin du bon sens. En revanche, nous n'avons pas tous le même projet pour le Grand Paris. Et donc il y a une question de contenu, d'orientation politique qui est évidente. Je vais vous prendre un exemple. La métropole du Grand Paris, elle existe depuis quelques années maintenant. Elle est dirigée par un élu de droite. Bon, enfin, il est respectable, il est républicain, mais enfin, il est de droite, c'est Patrick Ollier. Imaginez ce qui se serait passé si nous avions confié la compétence logement à la métropole. On n'aurait plus fait un seul logement social à Paris, puisque c'est une majorité de droite. Tout leur combat, c'est de ne jamais faire de logement social chez eux. Donc ils n'auraient pas voulu qu'on en fasse à Paris, parce qu'ils auraient dit que ça coûte moins cher de faire du logement social en Seine-Saint-Denis ou je ne sais où, mais enfin surtout pas à Paris. Parce que c'est vrai que pour un logement social fabriqué à Paris, vous en produisez 2 en Seine-Saint-Denis. Bon. Simplement, si on veut qu'il y ait encore un peu de mixité sociale à Paris, il faut du logement social. Donc, je suis vigilant et je ne suis pas favorable à ce qu'on transfère les compétences à la métropole sur des sujets, enfin en tout cas aujourd'hui, sur des sujets aussi clivants que le logement. C'est-à-dire qu'au moins sur des enjeux comme le transport, on est parfois capable de... Enfin, encore que la bagarre de la voiture à Paris n'est pas tout à fait derrière nous, même si, bon, aujourd'hui, les esprits sont à peu près mûrs. Mais enfin, disons, quand il s'agit de développer les transports en commun, bon, même quand on est de droite, en général, on est quand même plutôt d'accord avec cette idée-là. En revanche, quand il s'agit de faire du logement social, on est sur un sujet qui est extrêmement clivant, parce qu'il renvoie à la question de la sociologie de nos territoires. Donc, il faut être très très vigilant sur cette question-là. Mais de même que le développement de moyens de transport en première et en deuxième couronne, s'il ne va pas de pair avec un développement du logement social à proximité, il se traduira par une gentrification. Justement. Mais vous savez, c'est un dilemme qu'on a en permanence. Moi, je le vis tous les jours comme élu. Quand vous améliorez les conditions de vie dans un quartier, vous mettez un espace vert, vous mettez un équipement public sympa, si dans le même temps, vous ne faites pas du logement social, si dans le même temps, vous ne luttez pas contre la gentrification, vous n'aurez fait que nourrir la gentrification. Donc il faut toujours mener ces 2 combats-là ensemble. Alors, il ne faut pas dire qu'il ne faut rien faire et que les gens continuent à vivre mal dans leur territoire. Il faut améliorer les conditions de vie. Mais dans le même temps, avoir une politique de développement du logement social. C'est fondamental. Et c'est le dilemme dans lequel on est en permanence. Est-ce que quand même Paris doit, à terme, est-ce que votre vision de Paris, c'est
Est-ce qu'on doit faire sauter le périphérique, pas virtuellement je veux dire, et englober les villes de banlieue proches? Non, j'ai même vu qu'un candidat proposait d'annexer les villes de banlieue. Non, les villes qui entourent Paris, qui sont autour de Paris, elles ont leur identité propre, elles ont leur histoire propre. Montreuil a son histoire, Ivry a son histoire. Et donc je ne vois pas au nom de quoi le futur maire de Paris, si tant est que ce soit Cédric Villani, en l'occurrence, puisque c'est lui qui a fait cette proposition, déciderait d'annexer ces territoires-là. Ces territoires-là ne le souhaitent pas, leurs habitants ne le souhaitent pas. Donc non, qu'on ait besoin de coopérer, oui, à 1000%. Mais enfin, coopérer, ça n'est pas annexer. C'est deux choses très différentes. Mais d'ailleurs, je suis assez étonné de voir qu'à l'occasion de cette campagne municipale, certains renouent avec une vision qui consiste à faire de la banlieue l'arrière-cour de Paris. C'est-à-dire qu'on y met tout ce qu'on ne veut plus voir. Griveaux a proposé de virer la gare de l'Est du côté de la banlieue. Villani a proposé que les trains du Thalys qui viennent de l'étranger soient déplacés également. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a connu ça dans les années 60 et 70. La vision qu'on avait, c'était toutes les richesses à Paris et tout ce qui nous emmerde, on le met de l'autre côté du périphérique. Le logement social, les cimetières, enfin toutes les déchetteries, tout ce qui ne nous plaisait pas, on le mettait en banlieue. C'est pas comme ça. En 2020 qu'on doit concevoir les relations entre Paris et sa banlieue. Donc la coopération, mais pas l'annexion, et encore moins le mépris et le rejet de tout ce qui nous dérange. Il y a un sujet qui va concerner justement Paris, toute la banlieue, c'est les Jeux Olympiques. Est-ce que la position vis-à-vis des Jeux Olympiques, de mon point de vue, c'était tout le monde était contre, et puis c'était obligé, du coup tout le monde s'est mis à être favorable. C'est quoi votre position là-dessus ? Les seuls qui sont vraiment en opposition radicale maintenant, c'est la France Insoumise et leur candidate Danielle Simonet. C'est quoi la position du Parti communiste là-dessus ? Le Parti communiste a jamais été hostile au JO. D'ailleurs, quand tout le monde était contre, nous étions plutôt pour. Notamment nos élus de Seine-Saint-Denis qui envoient un accélérateur de développement pour leur territoire. Mais c'est la même histoire que ce que je vous racontais tout à l'heure. Ça permet de gagner des équipements publics, c'est évident. Plutôt pour la Seine-Saint-Denis que pour Paris, puisqu'il n'y a pas d'équipements publics qui seront construits dans Paris, mais plutôt en Seine-Saint-Denis. Dans le même temps, il faut éviter que ce soit aussi un accélérateur de gentrification. Donc c'est toujours la difficulté dans laquelle on est. Enfin, il y a quand même une bonne partie des logements qui seront produits et qui seront des logements sociaux. Donc ce risque est d'une certaine manière limité. Je reviens au Parti communiste parce que c'est une question qui m'intéresse vraiment, c'est celle de l'éducation et du sport. C'était deux questions qui étaient vraiment mises au centre du discours de Georges Marchais qui disait que ça devait passer par le sport, passer par l'éducation. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? J'imagine que oui, mais par quoi ça passe ? Par quel biais ça passe ? Comment est-ce qu'on refait du lien social avec par l'éducation, par le sport, etc. D'abord, nos villes sont des villes qui sont souvent très engagées sur ces questions-là. Il y a assez peu de villes aussi bien dotées en matière sportive et en matière périscolaire, par exemple, que les villes à direction communiste. Elles en ont d'ailleurs fait, y compris une forme d'identité. Ça fait partie du communisme municipal. Et de fait, je ne sais pas pourquoi, enfin c'est pas le cas à Paris en ce moment, voilà, mais on nous a souvent confié les sports, soit au sein du gouvernement, soit au sein des collectivités, quand on était soit adjoint au maire, soit vice-président en région en charge des sports. Donc c'est vrai que le Parti communiste a depuis longtemps une expérience dans ce domaine de développement du sport de proximité, du sport amateur. C'est vrai que ça fait partie de notre identité. Et puis on a une grande ministre des Sports. J'ai une dernière question parce que c'est vraiment un sujet qui n'est pas du tout abordé dans les municipales, c'est celle de la prostitution à Paris. C'est quoi votre position là-dessus ? Est-ce que vous êtes pour il y a eu des lois qui ont été passées sous le précédent quinquennat. Est-ce que vous êtes pour la légalisation des maisons closes à nouveau ou toujours criminaliser encore plus la prostitution ? C'est quoi votre position personnelle ou celle du Parti communiste ? Je ne sais pas s'il y a une position claire là-dessus. Le Parti communiste a une position. Le Parti communiste est abolitionniste. Et a longtemps défendu, et a défendu d'ailleurs, la loi qui consiste à pénaliser les clients.
Ça, c'est notre position. C'est la position du Parti communiste. Avec l'idée qu'au fond, la prostitution est toujours quelque chose qui mérite à terme de disparaître. Après, il y a une question qui se pose à nous comme élus locaux. C'est qu'est-ce qu'on fait de femmes, puisque ce sont en majorité des femmes, qui aujourd'hui se prostituent. Et moi, je n'ai jamais été favorable, par exemple, à ce qu'on recule sur tout le travail, notamment de prévention du risque VIH, par exemple. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on voudrait que ça n'existe pas, mais enfin, de fait, ça existe. Et donc, il faut s'occuper de ces femmes. Il faut mettre en place des politiques publiques qui leur permettent d'éviter le pire, en espérant qu'un jour elles s'en sortent et en mettant en place des moyens pour qu'elles puissent s'en sortir. Mais en attendant, il faut continuer à aider les associations qui sont à leur côté. C'est l'équilibre dans lequel nous sommes. J'ai une toute dernière question. Comment est-ce que vous êtes formé politiquement ? Nous, avec Civis, on met vraiment l'accent sur la notion d'engagement citoyen, de se construire politiquement pour pouvoir servir les autres, etc. Et donc vous, j'imagine, on a parlé de Marx tout à l'heure, j'imagine que vous avez lu Marx, etc. Mais comment est-ce que vous vous êtes construit et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a envie de s'engager, de servir les autres ? Moi, je me suis formé sur le tas. Je me suis formé sur le tas à la fois comme communiste et par exemple comme adjoint en charge du logement. Je n'étais pas spécialiste du logement quand je suis devenu maire adjoint en charge du logement en 2014. Le sujet m'intéressait, mais j'étais d'abord un politique avant d'être un technicien. Et je le dis parce que comme maintenant on nomme un médecin au ministère de la Santé, on aurait pu nommer un agent immobilier adjoint au logement, mais enfin c'est pas comme ça qu'on a conçu les choses. Donc je me suis formé sur le tas, mais surtout, moi ce que j'aime dans mon engagement au Parti communiste, c'est qu'il m'a permis de sortir de mon milieu social d'origine. Et je me suis formé au contact de gens très différents de moi. Moi je suis issu d'une famille de la classe moyenne, prof, pour le résumer ainsi, et j'ai pu côtoyer grâce au Parti communiste des milieux sociaux très différents du mien. Et c'est ça que j'aime infiniment au parti communiste. Et c'est intéressant parce que, c'est intéressant, je le dis, donc évidemment je trouve que c'est intéressant, mais on dit souvent que la politique vous rend déconnecté de la vie réelle. On dit souvent que la politique vous éloigne du monde réel. Moi, c'est l'inverse. La politique m'a rapproché du monde réel et m'a permis de côtoyer des tas de gens que je n'aurais jamais côtoyés si je n'avais pas été membre du Parti communiste et ensuite été élu. Donc c'est ça que je trouve intéressant. C'est toujours le cas au Parti communiste, cette diversité Oui, et puis par ailleurs, on côtoie aussi des gens qui ont une histoire fascinante, incroyable, des gens qui ont vécu des temps où le monde était aussi plus tragique. Et donc moi c'est ça que j'aime dans le Parti communiste. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Dans les prochains épisodes de Civis, on va recevoir des historiennes, des historiens, mais aussi des chercheurs et des politiques qui s'engagent tous au service du bien commun. Vous pouvez retrouver les épisodes qui sont déjà sortis sur les différentes plateformes de podcast, en plus d'être sur YouTube. Si cette interview vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés ou intéressants pour répondre à nos questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter ou à l'adresse civispodcast@gmail.com.